Et bonjour à tous, bienvenue en effet, deuxième rendez-vous dans le cadre de cette première édition de la semaine régionale santé-environnement qui est organisée, vous venez de le voir, par la préfecture de région via l'Adréal, l'agence régionale de santé et la région Nouvelle-Aquitaine. Ils sont tous trois en charge de la mise en œuvre du plan régional santé-environnement qui en est d'ailleurs à sa troisième édition. Et jusqu'à vendredi et durant 1h30 quotidienne, nous allons partager, échanger, questionner les résultats des réalisations phares de ce plan alors que se dessine pour 2022 la mise en place du PRSE 4. Aujourd'hui, nous consacrons ce webinaire aux risques allergiques liés au pollen avec un zoom sur la plante envahissante, l'ambroisie. Différents témoignages d'actions mises en place pour réduire ces risques allergiques vont vous être présentés et il vous sera possible via le chat de questionner nos intervenants à l'issue de chacune de leurs présentations. Et je remercie Sabine Autreux qui va avoir la tâche de gérer ces différentes questions. Les supports de présentation et les replays seront disponibles dès la semaine prochaine sur le site du PRSE Nouvelle-Aquitaine. En présentiel, souvent on dit de penser à éteindre les téléphones portables. Là, à travers ce webinaire, pensez à éteindre vos micros si vous n'intervenez pas. Et pour introduire cette thématique, Cécile Billot, merci de nous présenter une synthèse des enjeux et un bilan des actions menées en 2020, sachant qu'une bonne partie de la population néo-aquitaine est sensible au pollen. Je rappelle que vous êtes ingénieur sanitaire environnement extérieur au pôle santé-environnement de l'ARS. Bonjour Madame Bis, bonjour à tous. Je vous remercie pour cette introduction et je suis ravie d'avoir effectivement aujourd'hui l'opportunité de mettre en avant les actions conduites en Nouvelle-Aquitaine pour réduire les risques liés au pollen et à l'ambroisie. Vous voyez bien mon écran? Parfait, parfait. Vous pouvez le mettre un peu plus... Non, c'est bon, il est en plein écran, c'est bon. Super. Donc effectivement, le nombre d'allergies respiratoires augmente vraisemblablement ces dernières années dans les pays industrialisés et les acteurs du PRSE, lors de son élaboration en 2017, en 2018, ont bien identifié en fait cet enjeu de réduction donc, des risques allergiques liés au pollen et particulièrement également à l'ambroisie, qui est une plante exotique envahissante qui malheureusement colonise aussi progressivement là, le territoire de la Nouvelle-Aquitaine depuis, on va dire, une petite dizaine d'années. Donc voilà, quelques chiffres avant de rentrer dans le vif du sujet. Le baromètre santé-environnement 2016 avait mis en évidence que 28% des habitants de la région donc, se déclaraient sensibles au pollen. Voilà, quelques chiffres aussi sur les outils dont on dispose avant de voir de façon plus concrète les actions en la matière. Mais ce sont 12 capteurs de pollen qui sont répartis sur la région et donc 5 pollinariums implantés. Et depuis le démarrage du plan régional santé-environnement en 2018, sur ce sujet, ce sont 480 000 € qui ont été employés pour mener des actions qu'on va pouvoir partager effectivement par la suite. Alors, quand on parle de pollen, quels sont les effets sur la santé? Donc, ce sont environ 20% des enfants et 30% des adultes qui souffrent d'allergies au pollen, sachant que les symptômes sont plus ou moins graves et puis aussi plus ou moins, on va dire, importants et varient selon les personnes qui sont touchées. L'allergie, c'est une réaction en fait immunitaire anormale en quelque sorte de l'organisme à une substance étrangère qu'on appelle donc les allergènes et dont les pollens font partie. Alors, plus concrètement, ce sont des symptômes de conjonctivite, de rhinite saisonnière, d'asthme qui se traduisent, on va dire, très, très concrètement par des crises d'éternuement, le nez qui gratte, les yeux rouges, une respiration sifflante ou une toux qui caractérise un peu cette sensibilité, cette allergie au pollen. Plus rarement, il peut y avoir aussi des symptômes cutanés avec de l'eczéma ou de l'urticaire. Alors pour réduire les risques allergiques, l'ARS et puis l'ensemble des partenaires et des acteurs ont notamment en fait principalement un rôle qui est de surveiller et d'informer.
sur les risques liés au pollen. Voilà, donc on partage bien tous la nécessité pour prévenir et pour réduire les symptômes, mais aussi les coûts de santé associés en fait à ces allergies, qu'il est nécessaire d'informer la population sur les pollens allergisants qui sont effectivement présents dans l'air et donc sur les risques en cours. Et ça permet notamment aux médecins de pouvoir affiner en effet leur diagnostic pour leurs patients et puis vraiment pour les personnes sensibles d'anticiper et d'adapter leur traitement. Et donc pour ça, on dispose de stations de surveillance de la qualité de l'air qui sont suivies par Atmo et le RNSA et de pollinariums sentinelles par l'association des pollinariums sentinelles de France qui permettent vraiment de surveiller ces pollens avec des actions spécifiques aussi qui sont conduites pour lutter contre les ambroisies. Alors, Atmo et RNSA, on les entendra donc tout de suite après pour leur témoignage d'ailleurs. Tout à fait. Alors, comment est construit le PRSE et voilà, comment la dynamique a été mise en place en Nouvelle-Aquitaine au travers du PRSE sur ces enjeux. Il y a deux axes d'action qui donc ont été élaborés dans le cadre du PRSE. Le premier vise vraiment l'intensification de l'information sur les risques liés au pollen de façon générale. Et puis, le second axe, c'est vraiment le zoom sur les actions ambroisie. Donc, sur l'axe pollen, Atmo accompagne vraiment l'ARS dans cette action d'information qui permet de donner l'information auprès des personnes allergiques sur les périodes à risque en termes de pollen et puis de donner aussi également des messages de bonnes pratiques. Donc, c'était l'objectif vraiment et c'est l'objectif de cette action qui est en cours et que Madame Bélanger d'Atmo va pouvoir présenter, d'édition de calendrier pollinique. Une autre action avait été destinée à l'élaboration du PRSE, donc qui concernait la formation de la sensibilisation des agents des collectivités territoriales à la thématique des plantes allergisantes au sens large. Alors, cette action n'a pas été conduite, on va dire, à son terme. Il y a une priorisation, en fait, en réalité, qui a été faite justement sur l'ambroisie pour ce qui concerne la formation, la sensibilisation des collectivités. Et donc concrètement sur l'ambroisie, c'est un dispositif de limitation en fait de l'extension de l'ambroisie qui est visé avec une première action qui avait été imaginée en 2017 de disposer d'un dispositif de repérage, de cartographie pour mieux lutter contre l'ambroisie. Et dès 2018, en fait, on a pu disposer d'un site de signalement ambroisie qui effectivement est bien en place et permet de recueillir des signalements, de cartographier effectivement également l'ambroisie. Et il est à savoir qu'on dispose également d'une application mobile sur signalement ambroisie. Donc voilà, cette action est bien terminée grâce à l'existence de cette application. Et puis, et surtout, on va dire, le PRSE permet d'accompagner grâce à des opérateurs que sont notamment la Fredon Nouvelle-Aquitaine, les CPIE de Creuse notamment, pour mettre en place en fait des actions et d'accompagner en fait les acteurs au niveau local dans la lutte contre l'ambroisie. Et la Fredon, de la même façon, pourra détailler les actions qui sont conduites tout à l'heure. Voilà, donc vraiment, avant d'entrer dans le vif du sujet, en tous les cas, juste un petit aperçu des résultats qu'on a pu obtenir, notamment au cours de l'année des années 2019, la 2020, sur le nombre de signalements, vous voyez, donc réalisés sur la plateforme de lutte contre l'ambroisie, donc 420 en 2020, le nombre de sessions de formation des collectivités et autres acteurs à l'ambroisie depuis le début du projet, donc avec 43 sessions. Et puis, sur le volet vraiment information, sensibilisation sur les pollens, ce sont 35 200 envois
d'affiches et de dépliants que vous allez voir tout à l'heure, qui ont pu être distribués auprès des professionnels de santé et pour le grand public sur toute la région. Cécile Billot, est-ce que vous avez remarqué depuis quelques années, avec le réchauffement climatique, avec en effet le changement et le développement de la pollution, une augmentation de ces allergies, à la fois liées au pollen, mais aussi à tout type d'allergie? Est-ce qu'au sein de l'ARS, c'est quelque chose que vous avez remarqué? Alors, remarquez, disons que voilà, on n'a pas malheureusement d'outils, d'indicateurs sanitaires, Oui. qui nous permet de quantifier ça. Mais malgré tout, il est certain que le réchauffement climatique, en fait, évidemment, va conduire à élargir, on va dire, la période à risque de présence des pollens. Et potentiellement aussi d'augmenter en fait la concentration des pollens dans l'air avec voilà, ces conditions plus favorables et donc effectivement voilà, constitue on va dire un caractère aggravant pour ce qui concerne les allergies au pollen. Alors, vous restez avec nous tout au long de cette session parce qu'il y aura peut-être des questions qui vous seront posées, puis en plus, vous ferez la conclusion. Donc, nous avons bien besoin de vous. Je rappelle que toutes les présentations qui vont être faites seront mises en ligne dès la semaine prochaine sur le site du PRSE Nouvelle-Aquitaine. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez accès à toutes ces informations. Et je remercie une nouvelle fois les personnes qui n'interviennent pas de bien couper leur micro et leur caméra pour qu'on n'entende pas les bruits parasites. Et nous enchaînons avec vous, Samuel Monnier. Donc, en effet, il était question, Cécile Billot l'a cité, le RNSA, donc c'est le Réseau national de surveillance aérobiologique. Vous en êtes le responsable de communication, Samuel Monnier. C'est une loi 1901. L'objectif du réseau, étudier, informer, sensibiliser. Alors ça, c'est étonnant quand on parle d'allergènes, on aurait dû dire désensibiliser, mais bon. Donc, étudier, informer, sensibiliser, ce sont les principales actions de votre réseau national de surveillance aérobiologique. Samuel Monnier. Tout à fait. Bonjour à tous. J'espère que tout le monde voit bien le diaporama qui s'affiche. Parfait, très bien. Super, il s'affiche bien. Bonne nouvelle. Du coup, vous avez très bien présenté le RNSA. Pas grand-chose à dire de plus. RNSA, c'est le Réseau national de surveillance aérobiologique, dont le centre de coordination de ce réseau est basé à Brucieux, donc vous voyez à l'ouest de Lyon. Et donc, notre rôle, c'est de pouvoir informer les allergiques sur les pics liés au pollen et aux moisissures qui sont présentes dans l'air et qui sont une vraie gêne pour les personnes qui sont sensibles. Donc, notre rôle, c'est de pouvoir mesurer justement ces pollens et ces moisissures et informer donc les allergiques. Réseau national de surveillance aérobiologique, peut-être certains ne savent pas ce qu'est l'aérobiologie. L'aérobiologie, c'est résumé avec cette animation que je vais vous montrer ici, qui j'espère va fonctionner, qui montre en fait tout ce que c'est que la mesure donc, des particules biologiques de l'air. Depuis la source, on voit ce grain de pollen qui est transporté par le vent et donc sur un récepteur. On espère que c'est une plante femelle, mais malheureusement, parfois, c'est une personne allergique et donc il y a une réaction allergique qui s'ensuit. Donc ça, c'est vraiment l'aérobiologie, c'est l'étude de ces particules biologiques que sont les pollens et les moisissures. Les pollens, bon, c'est un résumé, mais tout le monde sait ce qu'est un grain de pollen. Ils sont produits par les organes mâles des plantes, les étamines. Et donc, ils sont transportés soit par les insectes, soit par le vent, aussi par l'eau, c'est possible. Mais nous, dans notre cas, pour les plantes allergisantes, c'est essentiellement des plantes qui sont dites anémophiles, donc avec un transport par le vent, avec des plantes qui émettent des grandes quantités de pollen pour que la reproduction puisse se faire. Et c'est ces pollens, malheureusement, qui gênent les allergiques, avec 3 saisons principales. Les allergiques connaissent très bien ces 3 saisons. La saison des arbres, qui a lieu plutôt de janvier à mai, avec en janvier déjà les cupressacées qui viennent gêner les allergiques, mais les aulnes et les noisetiers aussi démarrent dès le mois de janvier, février, et viennent gêner les allergiques. Ensuite, on a les bouleaux qui sont là en avril, qui viennent gêner les allergiques, les chênes aussi qui sont présents aussi en avril. Et puis en mai, de mai à juillet à peu près, on a les graminées, la saison des graminées. Ça, c'est toutes les petites herbacées, les herbes qu'on voit le long des routes dans les champs et qui viennent gêner aussi fortement les allergiques à cette période-là. Et puis, malheureusement, ce n'est pas fini pour les allergiques. Ça continue surtout en août-septembre avec l'ambroisie que vous voyez, la saison des herbacées, ambroisie, armoise, qui vient aussi continuer à gêner les allergiques. Donc, 3 principales
saison et des allergies qui peuvent être gênées pour certains de janvier à octobre pour les personnes qui sont sensibles à plusieurs pollens. Oui, donc on peut dire que c'est quasiment presque toute l'année quand même. Voilà, exactement. Oui. C'est quasiment toute l'année, malheureusement, pour ceux qui sont allergiques à plusieurs pollens. Après, si c'est juste un type de pollen, par exemple les bouleaux, c'est surtout en avril. Hein, c'est en avril que les bouleaux pollinisent, donc ils sont gênés en avril. Et puis après, ils peuvent ne pas être gênés s'ils sont juste allergiques au pollen de bouleau. Mais pour les allergiques à plusieurs pollens, en effet, ils sont gênés sur une longue période. Donc, au RNSA, on mesure les pollens grâce à ce type de capteurs. Vous voyez ici, hein, des capteurs IRST qui fonctionnent très simplement avec une pompe aspirante qui aspire l'air. Et l'air est aspiré et rentre par une petite buse que vous voyez tout en haut à gauche, avec une petite fente. L'air est aspiré à raison de 10 litres d'air par minute pour simuler la respiration humaine. Et donc, les pollens viennent s'impacter sur un petit tambour qu'on récupère, une petite bande qu'on récupère. Et ensuite, on analyse, on met un colorant. Vous voyez le colorant, les lames qui sont colorées avec la fuchsine qui permet de ressortir les pollens au microscope. Et ensuite, on analyse donc les pollens. On a une formation, bien sûr, pour apprendre à reconnaître les différents types de pollen et à les compter et à informer au mieux les allergiques sur les pollens qui sont présents dans l'air. On a 80 capteurs à peu près sur tout le territoire. Hein. On en rajoute pendant la saison pollinique de l'ambroisie, c'est les points rouges que vous voyez, essentiellement en Auvergne-Rhône-Alpes, mais on en a un qu'on rajoute en Nouvelle-Aquitaine à Mareuil. Voilà, ici vous avez les capteurs de Nouvelle-Aquitaine, hein, on en a 13 sur toute la région qui permettent donc de mesurer ces pollens dans les principales grandes villes de la région. Et puis, comme je l'ai dit, à Mareuil, on en a un spécialement pour l'ambroisie qui permet de suivre les pollens d'ambroisie en été. Et chaque année, on a beaucoup de pollens d'ambroisie sur le capteur de Mareuil, quasiment autant que sur le capteur de Lyon. Et pourquoi, Samuel Monnier, mettre surtout les capteurs sur des grandes villes et non pas à la campagne? C'est une excellente question. C'est essentiellement lié au partenariat qu'on a pu obtenir hein, avec les hôpitaux, avec les personnes qui changent les capteurs dans ces grandes villes. Et puis, c'est surtout parce que c'est là où il y a le plus de personnes allergiques. Hein, là où il y a le plus de personnes, c'est en ville. Et puis, c'est là où aussi il y a le plus de personnes allergiques, même s'il y a bien sûr des allergies aussi à la campagne. Hein, c'est pas juste en ville. Mais voilà, c'est essentiellement parce qu'on a eu des partenariats et qu'on a pu avoir des possibilités de mettre ces capteurs sur les toits de ces hôpitaux ou de ces endroits dans ces villes. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on travaille pas juste avec les données pollen, hein, qui sont bien sûr très importantes, mais on utilise aussi les données cliniques. Donc là, c'est toutes les données des médecins. On travaille avec tout un réseau de médecins sentinelles qui nous font remonter les informations cliniques, les symptômes qu'ils observent chez leurs patients, et puis aussi les données phénologiques hein, de présence de la plante, de la floraison des espèces, pour améliorer aussi, bien sûr, l'information aux allergiques. Et enfin, les prévisions météo hein, qui jouent un grand rôle, bien sûr, vous en doutez. Dès qu'on a du soleil, du vent, ça favorise la dispersion, l'émission des fortes concentrations de pollen. Puis dès qu'il pleut, ben, les pollens sont plaqués au sol, on a moins de soucis pour les allergiques. Donc on utilise toutes ces données-là pour informer au mieux, donner un risque d'allergie au pollen qu'on publie sur notre carte de vigilance, sur notre site internet pollen.fr, et puis aussi sur différents bulletins. On fait des bulletins allergopolliniques hein, que vous pourrez retrouver sur notre site pollen.fr, des bulletins pour les villes aussi, les différentes villes où on a des capteurs, on fait des bulletins. Et puis des applications smartphone qui sont très, très utilisées et très facilement utilisables aussi, hein, téléchargeables gratuitement, bien sûr, alerte pollen, arbre allergique, signalement ambroisie, pollen aussi, qui peuvent utiliser nos données et être un relais pour informer au mieux les allergiques sur les pollens présents dans l'air. On fait aussi des petites affiches comme cela. Là, on l'avait fait avec le ministère de la Santé hein, pour informer sur les bons gestes à adopter pour les allergiques. C'est important d'utiliser ces bons gestes au moins pour réduire l'exposition au pollen. Ça élimine pas bien sûr les pollens qui sont présents dans l'air, mais au moins ça permet aux allergiques d'avoir moins de symptômes, hein, comme par exemple se rincer les cheveux le soir parce que les pollens se collent sur les cheveux, d'aérer son logement le matin tôt ou le soir tard quand il y a moins de pollen dans l'air plutôt qu'en journée où il y en a beaucoup plus. Bien sûr, éviter les activités extérieures qui entraînent une surexposition au pollen, éviter de faire sécher le linge à l'intérieur, hein, à l'extérieur, plutôt le faire sécher à l'intérieur pour éviter que les pollens se collent dessus. Et puis bien sûr, en voiture, garder les vitres fermées. Hein, les voitures sont équipées de filtres anti-pollen pour éviter ainsi que les pollens rentrent dans l'habitacle. En Nouvelle-Aquitaine, je passe là-dessus un peu sur le calendrier pollinique, on en reparlera après, mais voilà, c'est essentiellement les graminées, les bouleaux qui gênent les allergiques, et puis aussi, bien sûr, l'ambroisie.
Et si on me laisse juste 2 minutes, il me reste juste 2 minutes, 1 minute, je vois. J'ai juste le temps de partager une courte vidéo qui résume un peu tout ce que j'ai dit et qui nous parle justement je partage avec le son, ça sera mieux. Hop, j'inclus l'audio. Voilà, vous avez la vidéo qui va se lancer et qui résume un peu tout ce que j'ai dit sur l'allergie au pollen, le RNSA, qui présente un peu le réseau et tout ce qui est fait avec un peu un côté humoristique. Je vous laisse découvrir. Vous aimez bien le printemps, vous, Jean? Ah oui, je le mets dans mon top 4. Eh bien moi, pas trop. Comme pour 20 à 30% des Français, pour moi, printemps, ça rime avec pollen. Nez bouché, éternuement, démangeaison, conjonctivite ou asthme. Je suis désolé pour vous. Et qu'est-ce qui vous met dans cet état? Les chatons. Les chatons. Mais non, pas les chatons. Enfin, si. Revenons un peu en arrière. Observons ce chaton de bouleau dans la fleur de l'âge. Ah, c'est très très bon ça, Jean. Merci, Jean. Au printemps, le bouleau produit des fleurs, qu'on appelle chatons. La fleur mâle produit du pollen et le libère. Celui-ci est transporté par le vent jusqu'à une fleur femelle. Vous savez comment on appelle ça? La pollinisation. Bravo, Jean. Et c'est ainsi que l'on obtient une graine qui formera un nouvel arbre. Je pensais que c'était les abeilles, moi, qui pollinisaient les fleurs. Mais non, Jean, pas celle-là. Ces arbres n'ont pas de belles fleurs odorantes qui attirent les insectes. Ils ne comptent que sur le vent. Donc, pour avoir une chance de féconder d'autres fleurs, les fleurs mâles libèrent d'énormes quantités de pollen, de l'ordre de plusieurs millions de grains par jour. Incroyable. Et chacun de ces grains voyage sur plusieurs centaines de kilomètres. Mais tous n'arrivent pas à destination. C'est triste, ce que vous me dites, Jean. Rassurez-vous, certains terminent leur course dans des capteurs polliniques. Ils sont aspirés et piégés sur une bande de cellophane. On est bien d'accord que c'est pas du tout rassurant. Laissez-moi terminer. La bande est découpée puis placée sur des lames de microscope afin d'être analysée. En regardant au microscope optique, on peut identifier et comptabiliser les grains de pollen captés, notamment les plus allergisants, comme ceux du bouleau, du noisetier ou encore des graminées. Alors vous allez rire. J'ai une petite blague à ce sujet. S'il vous plaît, Jean, restez sérieux. Le réseau national de surveillance aérobiologique a placé environ 80 capteurs sur tout le territoire. Toutes les données recueillies permettent d'établir une carte de vigilance en temps réel. Une sorte de météo des pollens. Exactement, Jean. Chaque semaine, sur le site pollen.fr, est diffusé un bulletin allergopollinique qui permet aux personnes sensibles de savoir à quel moment ont lieu les pics de concentration de pollen. C'est très pratique ça. Oui, ça leur permet de savoir quand prendre un traitement ou quand éviter les sorties en plein air, par exemple. Il est même possible de s'inscrire à un bulletin d'alerte en choisissant son département et les pollens auxquels on est allergique. Et où on peut trouver tout ça? Pollen.fr, Jean, je viens de le dire. Excusez-moi, j'avais pas entendu. Je regardais des photos de chatons et j'ai cru voir un graminé. Vous êtes irrécupérable, Jean. Merci à vous, Samuel Monnier. Mais alors, en même temps, la dernière question est intéressante aussi quand même. Lorsque l'on est allergique, on ne pense pas forcément aller sur votre site. Comment, parce que là, en effet, ces webinaires permettent de communiquer, mais avec des personnes qui sont déjà ou acteurs ou investis dans cette notion de la santé-environnement. Lorsqu'on est grand public, on est informé via les médecins, quels sont les retours que vous avez? Avez-vous beaucoup de grand public finalement qui se connectent ou qui prennent connaissance des informations sur les réseaux nationaux de surveillance? Oui, bien sûr. Alors, on a les consultations sur notre site internet. On a 1,5 million de visites par an. Bien sûr, ça représente quand même pas tous les allergiques. Si on estime qu'il y a 30% de la population qui est allergique au pollen, il en manque encore un bon paquet qui ne connaissent pas notre site internet. Mais on essaye de faire mieux connaître l'information, mieux diffuser l'information. On a aussi les réseaux sociaux du RNSA qui permettent de diffuser aussi l'information. Et puis, bien sûr, les médecins qui nous connaissent quand même assez bien et qui relaient bien l'information et encouragent les personnes allergiques à se connecter, à aller voir sur pollen.fr l'évolution des risques d'allergie. Très bien. Alors, je rappelle à nos éditeurs que s'ils souhaitent vous poser des questions, c'est tout à fait possible via le chat. Sabine Autreux se charge de faire la synthèse. Et on va enchaîner justement avec vous, Christelle Bélanger, parce qu'il était question aussi d'ACMO, l'Observatoire régional de l'air en Nouvelle-Aquitaine. Vous travaillez avec Samuel Monnier, j'imagine. Vous êtes vous aussi chargé de communication, responsable du service communication. Qu'est-ce que vous apportez de plus? Vous êtes complémentaire? Vous êtes en amont, en aval? Comment travaillez-vous? Bonjour. Oui, Atmo Nouvelle-Aquitaine travaille avec Samuel, avec toute l'équipe du RNSA. C'est ce que je vais vous présenter dans quelques minutes, si j'ai bien compris. Et nous travaillons aussi avec l'association des pollinariums Sentinelles de France.
Alors en effet, vous allez nous présenter là aussi les actions, qui est l'information en temps réel, d'informer et sensibiliser aussi. C'est pour ça que je me demandais quel était finalement le lien ou le plus que vous apportiez par rapport au réseau national de surveillance aérobiologique. En fait, les actions d'Atmo Nouvelle-Aquitaine sont complémentaires de celles que mène le RNSA. Et elles sont complémentaires à l'échelle de notre région, alors que le RNSA, lui, travaille à l'échelle de toute la France. De toute la France. Allez-y. Merci beaucoup. Est-ce que vous voyez mon diaporama? Oui, oui, parfaitement, parfaitement. Donc, je vais vous présenter ce qu'Atmo Nouvelle-Aquitaine fait en matière d'information et de sensibilisation sur les risques d'allergie au pollen donc dans la région. Je vais d'abord vous montrer ce que nous faisons en temps réel, en lien avec le RNSA et la PSF, comme je disais. Chaque vendredi, sur notre site internet www.atmonouvelleaquitaine.org, nous diffusons les risques d'allergie qui sont prévus par le RNSA, ceux que Samuel nous a présentés juste avant. Nous les diffusons aussi à travers un bulletin hebdomadaire auquel on peut s'abonner tout simplement en allant sur notre site web dans la rubrique abonnement. Et lorsque les risques d'allergie sont élevés, c'est-à-dire lorsqu'on a, comme on le voit sur la carte, là, des indices élevés, voire très élevés, orange ou rouge, nous faisons aussi une information à travers nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et à la une de notre site web aussi, nous affichons une grande popine pour que tous les visiteurs de notre site web sachent qu'il existe un risque d'allergie en ce moment. Nous avons aussi mis en place un système de widget qui peut être utilisé par les webmasters pour afficher l'indice d'allergie en temps réel sur leur site web. En complément, nous diffusons aussi chaque après-midi, lorsque la situation se présente, les dates de début et de fin de floraison des plantes allergisantes qui sont cultivées dans les pollinariums de la PSF. Donc, vous voyez ce que ça donne là sur la gauche. Là, j'ai pris l'exemple du pollinarium de Limoges, mais j'aurais pu afficher les résultats d'un autre pollinarium de la région. Ça aussi, donc, vous trouvez ça sur notre site internet. Et donc, à travers ce système, nous diffusons les résultats des pollinariums. Dernière chose que nous faisons pour améliorer l'information en temps réel sur les risques d'allergie au pollen, c'est un projet qui s'appelle Interpol, que nous menons avec nos confrères de la région Centre-Val de Loire et de la région Pays de la Loire. C'est un projet basé sur des travaux de modélisation des pollens, un projet qui a commencé en 2019. Les premières publications sont prévues début 2022 et je vous ai mis à titre d'exemple là sur la gauche un exemple de carte que nous pourrons à terme produire sur la quantité de pollen présent à l'échelle de toute la région Nouvelle-Aquitaine, présent dans l'air. En complément de cette information en temps réel que nous faisons depuis de nombreuses années en partenariat avec la PSF et le RNSA, nous avons mené plus récemment, comme l'indiquait tout à l'heure Cécile Billot de l'ARS, une opération de sensibilisation des professionnels de santé et des personnes allergiques. Cette opération a eu lieu dans le cadre du PRSE et elle n'est pas complètement terminée. Nous avons encore un projet dont je vais vous parler à la fin de mon intervention. Cette opération, donc destinée aux professionnels de santé et aux personnes allergiques, menée également avec le RNSA et la PSF, a consisté à éditer 2 dépliants qui s'intitulent « Bien vivre avec mon allergie au pollen en Nouvelle-Aquitaine », un pour le nord de la région, un pour le sud, parce qu'on sait que selon l'endroit de la région où nous vivons, les risques d'allergie ne sont pas complètement identiques. Dans ce dépliant, on retrouve les bons gestes que Samuel Monnier du RNSA nous a présentés tout à l'heure, qui ont été établis par le ministère de la Santé. Et nous retrouvons également le calendrier pollinique du nord ou du sud de la région. Ces dépliants sont disponibles sur simple demande à Atmo Nouvelle-Aquitaine. Donc, si vous avez besoin de les diffuser auprès de vos publics, n'hésitez pas à nous en faire la demande.
le cadre du PRSE toujours, nous avons édité un kakémono qui vient s'ajouter à notre exposition sur la pollution de l'air. Et nous avons édité également une affiche format A3 qui peut être affichée dans les cabinets des médecins, dans les pharmacies, dans tous les lieux où des personnes allergiques passent. Idem pour ces supports, on peut vous en donner, on peut vous prêter le kakémono si vous en avez besoin. Et dernière chose que nous faisons, c'est que nous sommes en train de faire toujours avec l'ARS, c'est la création d'une vidéo qui reprendra ces informations que nous voulons diffuser dans les lieux de passage des personnes allergiques. Donc ça, c'est un projet qui vient de démarrer et qui devrait se concrétiser en début d'année prochaine. Je vous remercie de votre attention et donc je suis disponible pour vos questions. Christelle Bélanger, merci. Oui. Faites un peu comme au Réseau national de surveillance, faites une vidéo avec de l'humour parce qu'elle est plébiscitée via le chat. Oui, je vois. C'est vrai qu'elle est très chouette cette vidéo. Donc elle va être relayée, Samuel Monnier, dans les Hauts-de-France. Vous voyez un peu, ça a bien fonctionné. Est-ce qu'il y a, alors je ne pense pas qu'il y ait de questions, je me tourne du côté de Sabine Autreux. Avez-vous des questions? Madame Lise, effectivement, les questions trouvent leur réponse dans le chat. Oui. Alors, on avait notamment la question de Madame Barthélémy de la DREAL qui s'étonnait effectivement de ne pas avoir d'action de sensibilisation dans le département de la Haute-Vienne, mais effectivement, donc Cécile Billiot a répondu en expliquant qu'il y avait eu des actions par le passé par la Fredon. Alors, ce qui me permet effectivement de préciser que les cartographies ont été réalisées à partir des données de suivi que l'on collecte dans le cadre du PRSE et qu'effectivement on n'a pas la cartographie de ce qui a pu se faire avant. Et puis par ailleurs, effectivement nous recensons ce qui se fait dans le cadre du PRSE, mais bien évidemment qu'il y a d'autres actions qui peuvent aussi avoir lieu dans les territoires. Et donc nous n'avons pas forcément la localisation ou le nombre de personnes sensibilisées, et donc du coup qui échappent à notre rendu que l'on peut fournir ici à l'occasion de ces webinaires. Alors, je me posais des questions, finalement, en tant que grand public, si j'ose dire, je ne suis pas acteur et actrice de la santé et environnement, et je m'adresse à vous, Samuel Monnier et Christelle Bélanger. Lorsque vous parliez en effet de l'information que vous diffusiez chaque vendredi, voire chaque jour, en fonction donc, des éléments, est-ce que je sais pas, je pense, vous voyez, à la carte météo qu'on peut voir chaque jour, qui nous est présentée chaque jour, est-ce que ça ne serait pas intéressant, en même temps d'avoir ces informations sur la météo, d'avoir des informations, recherchées sur les allergies et les pollens notamment? Monsieur Monnier sourit, mais vous souriez tout le temps, Monsieur Monnier, alors on ne sait pas si… Oui, alors c'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé que ça passe sur France 2, TF1, quand il y avait justement des pics de pollen, notamment en juin, quand il y a les graminées, là, c'est déjà arrivé qu'après la météo, à la fin du bulletin météo, ils parlent justement de la carte de vigilance des pollens et ils partagent justement cette carte de vigilance. Donc ça arrive, malheureusement, ce n'est pas tous les jours que ça se produit, c'est exceptionnellement quand il y a un gros pic de pollen. Et là, on travaille justement avec Météo France pour améliorer justement cette information sur les pollens, que ça soit aussi diffusé via éventuellement leur appli smartphone et puis bien sûr aussi sur les chaînes météo. Mais après, voilà, c'est tout un travail à mener de fond pour l'information, pour avoir plus d'informations sur les pollens et pas uniquement la météo. Christelle Bélanger, vous souhaitez rajouter quelque chose? Oui, si vous voulez. Depuis septembre, France 3 Nouvelle-Aquitaine a noué un partenariat avec Atmo Nouvelle-Aquitaine pour diffuser tous les jours, après le journal télévisé de 19h, la carte des indices Atmo. Alors les indices Atmo, ce sont les indices sur les polluants chimiques, mais on peut se dire que si on est en capacité de faire ça pour l'indice Atmo, on devrait dans les prochaines années réussir à le faire aussi pour les risques d'allergie. Bon, mais écoutez, très bien. Je pense qu'en fait, pour le grand public, ça peut être intéressant. Merci à vous deux. Vous restez avec nous, vous aussi, tout au long de cette session. Si toutefois, voilà, vous souhaitez rebondir sur les propos des futurs intervenants ou si des questions vous étaient proposées après coup. Et je me tourne de votre côté, Salomé Pasquier. On va en effet parler, il en était question d'ailleurs en l'introduction des pollinariums. Il y a donc toute une cartographie de ces pollinariums sur les territoires Nouvelle-Aquitaine. Vous êtes-vous chargé de projet botanique à l'association des pollinariums Sentinelles de France,
Alors, avec ce mot sentinelle, on comprend bien quel est le rôle de ces pollinariums. Vous allez intervenir sur cette thématique et nous présenter notamment leur fonctionnement, leur situation, et puis aussi donc l'importance pour les professionnels, on pense notamment aux médecins. On verra donc l'interview d'un médecin à l'issue de votre présentation sur l'importance de ces pollinariums sentinelles. Bonjour à tous. Donc, voilà, est-ce que vous voyez bien la présentation? Oui, tout le monde s'inquiète de ce qu'on la voit, mais vous avez raison, mais on la voit très bien. Parfait, merci. Bon, tout fonctionne. Donc, du coup, je vais vous présenter ce qu'est un pollinarium sentinelle. Donc, en fait, un pollinarium, c'est un jardin qui va être composé d'une vingtaine d'espèces allergisantes locales qui vont être prélevées en nature et réimplantées dans ce jardin. Vous voyez ici le pollinarium de Limoges à gauche et celui de l'Anne-Marie qui est à côté de Périgueux à droite. Et donc, vous voyez, pour une espèce d'herbacée, en fait, on va aller récolter 20 pieds de cette espèce-là tout autour de la ville. Et on va les réimplanter au pollinarium, ce qui va permettre de suivre toute la période d'émission de cette espèce-là. Du 1er au 20e pied, on va pouvoir observer une différence de début d'émission de plusieurs semaines. Donc, une fois que le pollinarium est installé dans la ville, il y a une observation quotidienne qui va être effectuée par des jardiniers pour observer les débuts et les fins d'émission de pollen. Et suite à ça, une alerte par newsletter va être transmise donc, aux personnes abonnées, donc, qui seront les personnes allergiques directement, et les professionnels de santé. Concrètement, tous les jours, les jardiniers vont se rendre au pollinarium et vont observer les différentes espèces plantées. Et ils vont, dès qu'ils observent le premier pied d'une espèce qui commence à émettre du pollen, ils vont enregistrer cette information-là qui va être transmise dans la journée aux abonnés à l'alerte pollen. Ce qui va permettre aux personnes allergiques de pouvoir débuter leur traitement à ce moment-là et aux professionnels de santé de pouvoir adapter les traitements qu'ils donnent à leurs patients. De la même manière, les jardiniers donc, vont continuer à aller au pollinarium tous les jours et quand ils vont observer le dernier pied d'une espèce en fin d'émission de pollen, l'émission donc est terminée, ils vont enregistrer cette information-là qui sera de la même manière transmise aux abonnés de la newsletter Alerte Pollen qui permettra donc aux personnes allergiques de pouvoir arrêter leur traitement. Donc la newsletter, elle ressemble à ça. Donc c'est un exemple pour Limoges et sa région, donc parce que les informations d'un pollinarium sont valables dans un rayon jusqu'à 40 km, donc ça prend autour de la ville également. Et donc ça va reprendre donc la date d'envoi avec l'événement du jour, donc soit un début, soit une fin d'émission. On voit ici que c'est un début d'émission de Régras, qui est une graminée. On voit juste après un état des émissions de pollen au jour d'envoi de la newsletter, donc avec en rouge les émissions qui sont en cours et en gris celles qui sont terminées. Et on va avoir ensuite deux informations, donc une botanique et une médicale sur l'espèce en question, quelques informations sur le pollinarium et les contacts et logos des partenaires. Donc cette newsletter, elle va être transmise donc en Nouvelle-Aquitaine par Atmo Nouvelle-Aquitaine. Christelle Bélanger vous l'a mentionné tout à l'heure. Et donc en France, on a à peu près 19 000 abonnés à cette newsletter. Et donc en Nouvelle-Aquitaine, ça représente environ 1500 personnes. Alors, je vais maintenant vous passer une vidéo du docteur Dominique Chevalier, qui est médecin allergologue et qui va vous expliquer un peu du point de vue médical. Bonjour, je suis le docteur Chevalier, je suis allergologue à Nantes et je suis activement participant à l'aventure du pollinarium depuis sa création à Nantes en 2003 et j'utilise quotidiennement les alertes du pollinarium sentinelle dans ma pratique professionnelle. L'allergie en général, c'est une personne sur 4 en Europe et en France, et l'allergie au pollen dans ce groupe de patients allergiques, c'est 1 sur 2. Alors les causes, la première, c'est le mode de vie. On sait qu'un mode de vie occidental protecteur en termes d'hygiène et d'infection favorise l'allergie.
En deuxième lieu, c'est la pollution. Ça, il n'y a aucun doute. La pollution agit à la fois sur les pollens et à la fois sur nos muqueuses pour augmenter l'allergie. En troisième lieu, il y a le développement périurbain des populations. Beaucoup de mouvements d'occupation des sols autour des villes a du fait favoriser les contacts de ces populations avec des sources importantes de graminées. Et en quatrième lieu, c'est le réchauffement climatique, mais qui reste encore à discussion, bien que l'on puisse penser raisonnablement que l'augmentation du réchauffement climatique aboutit à des périodes de pollinisation plus longues et donc plus agressives pour nos patients. Alors, l'intérêt médical résulte de l'intérêt d'avoir une information précoce. En fait, en allergologie, c'est une règle d'or. Plus on traite précocement, plus c'est efficace. Pourquoi? Parce que quand on administre des médicaments avant ou tout juste au début d'un contact allergénique, on est évidemment beaucoup plus efficace que quand on le fait une fois que l'inflammation est installée. Mais il y a une deuxième raison, et c'est ce qui nous a montré Connell en 1968, c'est ce qu'on appelle le priming effect. Le priming effect, c'est tout simple. Il a montré que des expositions des muqueuses à des quantités minimes d'allergènes qui pouvaient entraîner ou peu ou pas de réaction inflammatoire avaient par contre pour conséquence une augmentation formidable de l'hyperréactivité nasale ou bronchique et donc une sensibilité accrue des patients et un risque d'exacerbation maximale. Une fois qu'on a compris ça, on a compris que, contrairement aux chats, aux chiens ou autres allergènes que l'on peut détecter, le pollen, on ne détecte pas. Le seul moyen d'avoir un traitement précoce, c'est d'avoir une information précoce, et c'est ce que nous fournit le pollinarium. Eh bien, c'est à deux niveaux. J'utilise à la fois en termes diagnostiques et en termes thérapeutiques. Alors, au niveau diagnostique, c'est simple. Chacun sait que pour avoir un bon diagnostic allergologique, il faut qu'il y ait une bonne corrélation entre le résultat du bilan, notamment les tests cutanés, et la réalité clinique ressentie par le patient. D'où l'importance d'avoir un maximum d'informations sur la pollinisation et les périodes d'exposition au pollen. Au niveau thérapeutique, même raisonnement, il faut évidemment traiter au moment où le pollen est présent, ce qui n'est pas évident puisque le pollen n'est pas visible. Donc, on est obligé de se baser sur les éléments de la surveillance pollinique, en particulier du Pollinarium sentinelle qui nous donne un traitement, une alerte précoce, de façon à adapter exactement la période de gène et la période de prise thérapeutique. Et enfin, je rajoute un troisième point, c'est que pour l'allergologue, ces données qui résultent de ce qu'a observé le patient et de ce que l'on a comme information sur la pollinisation nous permettent de faire un choix thérapeutique, soit traitement ponctuel, soit désensibilisation spécifique. Salomé Pasquier, voilà, cette intervention du docteur Chevalier, sachant que, notamment en Creuse, il existe un pollinarium sentinelle dans le cadre d'un hôpital, c'est l'hôpital de Sainte-Fer. Ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a tout de suite, si j'ose dire, alerte et traitement, soins possibles pour les personnes présentes sur le site. Oui, parce qu'il y a plusieurs médecins allergologues qui sont présents dans l'établissement, donc ils sont au plus près du jardin. On vous demande d'ailleurs combien il y a de pollinarium en Nouvelle-Aquitaine. Je crois que le chiffre a été donné en introduction, mais je ne l'ai plus en tête. Vous voyez, on voit bien, oui, tout à fait. Oui. Donc du coup, donc là, on voit les pollinariums présents en Nouvelle-Aquitaine. Donc le premier, ça a été celui de Limoges qui diffuse les newsletters depuis 2017, puis s'en est suivi donc après celui de Sainte-Fer, donc qui est au sein de l'établissement MGEN, juste à côté de Guéret. Ensuite, on a eu La Rochelle, puis l'Anne-Marie qui lui est situé dans un centre hospitalier, donc c'est à côté de Périgueux. Et tout récemment, on a le pollinarium de Poitiers qui vient de terminer sa période d'essai et qui diffusera des newsletters donc à partir de janvier 2022. Et en projet en ce moment, donc on a celui de Niort qui est actuellement en construction. Alors, on va voir dans quelques instants la création de celui de La Rochelle à travers la vidéo. Avant cela, on a remarqué sur la carte qu'ils sont très au nord de la Nouvelle-Aquitaine, plutôt sur la partie nord de la Nouvelle-Aquitaine. Il y a une raison à cela, Salomé Pasquier?
Non, c'est le cas pour le moment. Ces collectivités-là ou ces établissements nous ont fait part de leur souhait de créer un polinarium dans leur ville. Mais non, il y a le but, c'est qu'il puisse y en avoir également présent au sud de la région, dans la partie sud. Alors, on va en effet découvrir la création du Polinarium de La Rochelle. Et puis ensuite, je crois qu'il y a quelques questions qui vous seront posées aux uns et aux autres. On les prendra à travers le chat et via Sabine Autreux. Mathieu Plancheneau, donc on l'écoute. Ça va partir. Je me présente, Mathieu Plancheneau, je suis technicien santé-environnement au sein de la direction santé publique et accessibilité de la ville de La Rochelle. Le polinarium de La Rochelle a été inauguré officiellement en présence des partenaires et des institutionnels en juin 2021. Il a été validé scientifiquement à partir de janvier 2019, mais c'est un projet qui date de mars 2014. Un projet qui a reçu d'abord la validation de la part de nos élus, qui avait été proposé par un jardinier, en fait, qui avait entendu parler dans son réseau que sur Nantes, il y avait une expérimentation, une mise en place de polinarium, qui en a fait la proposition du coup à sa hiérarchie. Cette proposition a été tout de suite accueillie favorablement par nos décideurs. Et de 2014 à 2016, en fait, il y a eu donc la mise en place technique de ce projet, avec à partir de 2015 la formation des agents et la collecte des plans en milieu naturel, et puis les premières communications ainsi que la signature du contrat de licence avec la PSF. Alors, c'est un projet, je vous disais juste avant, qui a été tout de suite très bien accueilli par nos décideurs, mais qui a été également très bien accueilli par les services de la ville et de l'agglomération. C'est un projet qui est porté par 3 directions de la ville, à savoir la direction santé publique que je représente sur la partie promotion de la santé, prévention et lien avec l'allergologue référente. C'est le service des espaces verts, en fait, qui accueille le Polinarium Sentinelle au centre horticole municipal, avec son responsable et des agents qui ont été formés et qui sont impliqués quotidiennement dans la gestion technique opérationnelle du site. Et puis, c'est le service nature et paysage, qui est plus tourné vers les espaces naturels, qui, lui, a eu la charge de récolter les plants en milieu naturel et qui est toujours présent, en fait, au cas où certains plants dépérissent, qu'il faille à nouveau aller en chercher dans la nature. Pour faire connaître et faire la promotion du Polinarium Sentinelle, on s'appuie sur plusieurs supports, et notamment des supports mis à disposition par la PSF, à savoir donc un dépliant, une affiche, ainsi qu'une carte de visite, documents qu'on essaye de diffuser largement en ciblant quand même au niveau par exemple des professionnels de santé, allergologues, médecins généralistes, pharmaciens. On sait notamment que la carte de visite est particulièrement appréciée des médecins généralistes ou des spécialistes, des allergologues. On utilise également des supports Internet, donc le site Internet de la ville où une page est dédiée au Polinarium Sentinelle avec des widgets spécialement développés et mis à disposition par la PSF. On a également une application, La Rochelle au bout des doigts, qui permet aux citoyens de se tenir informés des services mis à disposition par la ville. Il y aura prochainement une tuile sur la qualité de l'air et les informations relatives aux émissions de pollen. Et puis, on profite de journées nationales comme les rendez-vous au jardin, en fait, pour profiter des portes ouvertes sur le site pour faire de la sensibilisation.
Par ailleurs, sur l'année 2022, en fait, on va s'inspirer de ce que font d'autres villes et on a l'intention de faire une campagne de communication dans les réseaux de transport et notamment au niveau des abribus avec une campagne d'affichage qui tombera à peu près à la mi-mars, hein, période de la journée nationale de l'allergie. Alors voilà, on retrouve la carte où se trouvaient les renseignements pour ces polynariums. Il y a pas mal de questions, notamment sur ces polynariums sentinelles. Je me tourne de votre côté, Sabine Autreux, vous les avez réceptionnées, ces questions ou... Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de questions sur le polynarium, que je propose de poser donc à Madame Basquet. Donc, des questions sur effectivement qui est à l'initiative du projet. Donc là, on vient de voir avec la ville de La Rochelle, hein, une décision politique et puis aussi une démarche transversale de l'ensemble des services de la collectivité. Il peut y avoir d'autres personnes qui soient à l'initiative d'un polynarium sentinelle, Salomé? Oui, c'est arrivé que ce soit à l'initiative d'un médecin, par exemple, ou même de l'ARS dans certaines régions qui communiquent sur les polynariums et des médecins, des collectivités peuvent être intéressés et donc reviennent vers nous sur ce sujet. Et effectivement, on a le témoignage de Aude Thomé qui nous explique que ce polynarium s'est décidé dans le cadre du CLS, un contrat local de santé. Puis alors, il y a d'autres questions aussi plus sur le côté budgétaire. Donc, est-ce que ce financement est pris sur le budget, par exemple, des espaces verts d'une collectivité ou est-ce qu'il s'agit d'une autre aide? Alors, en fait, c'est un temps humain qui est nécessaire pour s'occuper du polynarium, donc la gestion et le suivi quotidien des émissions de pollen. Et donc, c'est le service des espaces verts qui met à disposition des jardiniers. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'eux-mêmes soient compétents pour cela, pour récolter les données. Ils ont une formation au tout début du projet pour apprendre à observer les débuts, les fins d'émission d'espèces, repérer les espèces pour aller les récolter en nature et puis entretenir ce jardin. Oui. Et une dernière question peut-être, c'est quelle est la surface nécessaire en fait pour installer un polynarium? Alors au minimum, ça va être entre 100 et 150 mètres carrés. Après, ça peut être plus si la collectivité a un jardin plus grand et qui souhaite que ça prenne plus de place, mais au minimum, on dit entre 100 et 150 mètres carrés. Vous avez dit également en introduction que les polynariums recensaient bien sûr les espèces du territoire concerné, mais un territoire doit faire quelle surface? Enfin, on se dit qu'on change de territoire au-delà de quelle surface? Alors, nous, on prend à 40 km dans un rayon de 40 km de la ville. D'accord. Alors, moi, je reviens sur une question précédente, Sabine. Alors, je sais que Monsieur Monnier, vous y avez répondu, mais peut-être que tout le monde ne l'a pas vu. C'est une municipalité qui se demandait comment elle pouvait éviter les allergies et si ça pouvait être inscrit également dans le cadre du PLUI. Monsieur Monnier, vous êtes là? Oui, tout à fait, oui, oui. Donc j'ai parlé du site Végétation en ville qui est très bien fait pour les collectivités pour justement éviter de mettre des espèces allergisantes dans les villes, dans les communes, mais plutôt privilégier des espèces qui ne sont pas allergisantes ou justement sur ce site, on peut retrouver un guide notamment qui explique les espèces à éviter de planter et celles qu'il faut justement planter où il n'y a pas de risque pour la santé. Donc, végétation en ville, vous tapez ça sur Google, vous pouvez retrouver ça. Et après, il y a un arrêté qui vient d'être publié sur l'étiquetage des végétaux allergisants. Donc, depuis juillet dernier, il y a une obligation d'étiquetage pour les espèces allergisantes, justement, qui donnent des allergies pour la population. Donc, il y a une obligation d'étiquetage, d'information pour ces végétaux allergisants. Sabine? Oui, puis en complément, en fait, on a aussi une Aude Thomé, donc de Poitiers, qui nous explique que dans les communes, dans leur PLUI, peuvent aussi inscrire une préconisation pour éviter ces plantes allergisantes. Et donc, ça veut dire, en effet, on nous pose la question, pas d'ambroisie dans un polynarium sentinelle? Non. Interdit. Non. Mais tout le monde secoue la tête en disant non, surtout pas. Non, je pense qu'on va voir après qu'il y a déjà des actions qui sont en place pour l'ambroisie spécifiquement.
Très bien. Sabine, vous voyez d'autres réflexions avant justement qu'on enchaîne sur l'ambroisie? Oui, je pense qu'on peut poursuivre. On peut poursuivre. Oui, il y a juste une personne qui dit qu'il faut ne pas oublier de demander l'autorisation du propriétaire des terrains avant d'implanter un polinarium. Oui? Non, ça vous laisse dubitative, Salomé Pasquet? J'ai pas bien compris la question. On nous dit, attention, pour avoir participé à la sélection et collecte des espèces de Limoges, ne pas oublier d'obtenir l'autorisation des propriétaires des terrains pour prélever. Ah oui, pour prélever les plantes que l'on va mettre dans le polinarium. D'accord, ok, excusez-moi. Oui, donc non, c'est bien pour les prélever. En effet, il faut l'autorisation. Oui, c'est sur des parcelles privées. Oui. C'est important de le souligner. Ok, merci à vous pour vos questions également, mesdames et messieurs. Vous pouvez continuer via le chat, notamment pour cette deuxième partie consacrée à l'ambroisie. Oh là là, ça fait peur, Aude Mathieu, cette ambroisie. On en parle comme d'un truc vraiment très agressif, et puis qui prolifère à la vitesse grand V. Enfin, quand on est grand public, ça fait réellement peur. Vous allez, voilà, vous travaillez vous à la lutte contre l'ambroisie. Grâce aux plans départementaux, vous allez nous présenter cela. Vous êtes animatrice régionale de lutte contre les ambroiseries à la Fredon. Alors, vous m'avez dit, la Fredon, c'est pas la peine de dire. Je vais quand même le dire que c'est la Fédération régionale des groupements de défense contre les organismes nuisibles. Vous m'avez dit, non, mais maintenant, c'est rentré dans le langage courant. La Fredon, c'est comme Adidas, Nike ou Coca-Cola. Tant mieux, dites donc. Vous avez bien travaillé pour que ça devienne ainsi, comme Frigidaire, une appellation que tout le monde utilise, Aude. C'est ça, nous sommes devenus presque une marque. Donc voilà, Fredon Nouvelle-Aquitaine. Alors vous allez en effet intervenir sur un petit peu l'historique de l'ambroisie et puis, c'est vrai, nous expliquer un petit peu comment vous luttez contre cette plante, mais hyper envahissante. Oui, alors juste pour donner un petit chiffre qui fait encore plus peur, il faut savoir que si on laisse grainer un plant d'ambroisie, il va produire environ en moyenne 3000 graines qui sont capables de germer jusqu'à 30 ans plus tard. En effet. Voilà, donc... D'où l'importance de lutter dès aujourd'hui. C'est ça, et de ne pas laisser l'ensemble du territoire se faire envahir. Donc là aussi, grosse action pédagogique, j'imagine, auprès du grand public, mais vous allez nous présenter cela. Hein. C'est ça, je vais essayer de balayer large sur l'ensemble de nos actions. Je vais commencer très rapidement par un petit historique en Nouvelle-Aquitaine. Pourquoi rapidement? Tout simplement parce que l'évolution de la colonisation de l'ambroisie sur notre territoire est très difficile à évaluer. Il n'y a pas d'études spécifiques sur le sujet, de manière historique. Avant le déploiement de la plateforme de signalement, donc de manière plutôt confidentielle en 2016 et de manière plus large en 2018, il y avait juste quelques données ponctuelles par les botanistes, notamment les conservatoires botaniques qui récoltaient des données sur l'ambroisie. Mais selon les agriculteurs, dans certains secteurs du sud de Sèvres, certains secteurs de Charente ou encore en Dordogne, l'ambroisie serait présente depuis 20 à 30 ans. Donc les cartes que je vous montre ne reflètent pas en fait l'évolution de la répartition de l'ambroisie, mais plutôt l'évolution des connaissances de répartition de cette espèce-là. Donc en 2016 et en 2017, on a quelque chose de plutôt localisé, assez confidentiel, et on note à partir de 2018 vraiment une explosion des communes concernées où l'ambroisie a pu être répertoriée, inventoriée. Et comme on ne trouve que ce que l'on cherche, malheureusement avec l'ambroisie, plus on la cherche, plus on la trouve, même s'il nous reste quand même des secteurs indemnes sur le territoire. Alors, comme je vous le disais, je vais balayer de manière assez large et assez rapide les missions qui nous sont confiées par l'ARS pour lutter contre cette plante. Tout d'abord, tout ce qui est coordination administrative et technique. Alors, il faut savoir que nous nous organisons de la manière suivante, avec une coordination régionale, des coordinations départementales et après des acteurs et des animateurs locaux. Donc, au niveau de la coordination régionale, là, c'est mon rôle. Ensuite, au niveau des coordinations départementales, pour ma part, je m'occupe des 4 départements de l'ex-Poitou-Charentes. Christelle Gutiérrez de Fredon Haute-Vienne s'occupe de la Haute-Vienne. Amélie Baudin du CPIE Creusois gère le département de la Creuse.
Guillaume Lançon du CPIE Corrèze s'occupe du département de la Corrèze. Ma collègue Gaëlle Guyot s'occupe de 4 départements de l'ex-Aquitaine, donc la Dordogne, le Lot-et-Garonne, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Et en Gironde, donc c'est Isabelle Sim de Fredon-Gironde. Je vous donne voilà, les noms si vous avez besoin de contacter les personnes. N'hésitez pas, tout le monde répondra à vos questions. Et ensuite, au niveau des acteurs et des animateurs locaux, donc là, on en a vraiment sur l'ensemble du territoire. Juste pour vous donner un exemple assez récent, donc dans Pyrénées-Atlantiques, on a les CPIE locaux qui sont en train de s'emparer du sujet et de faire jouer leur réseau pour mettre des actions en place. Donc ensuite, nous nous occupons de production de cartographie, que ce soit de dispersion, cartographie de référent, de présence, à différentes échelles, que ce soit l'ensemble de la région, les ex-régions, les départements, les communautés de communes, voire même à la commune, en fonction des demandes, et pour différents acteurs, des préfectures, de l'ARS, que ce soit au niveau régional ou des délégations départementales, la presse ou des acteurs locaux. La carte en haut à droite a été réalisée en fait pour une presse écrite Réussir Périgord, qui nous a demandé une carte pour illustrer un article sur l'Ambroisie. Et puis là, prochainement, dans les prochains jours, je dois réaliser une cartographie en Vienne, à la fois de répartition et des données historiques. Donc, pour tout ce qui est déploiement de la plateforme de signalement et la gestion des signalements d'Ambroisie, donc je vous ai juste mis les chiffres pour l'année en cours et les 2 années précédentes. Donc, sur la plateforme de signalement Ambroisie, ont été signalés en 2019 un peu moins de 500 spots d'Ambroisie. En 2020, donc, on a une légère régression qui s'explique sûrement par l'effet Covid. Et en 2021, on repart vraiment à la hausse avec un peu plus de 700 signalements. Donc, sur les données de 2020, les départements les plus touchés, et en tout cas là où ont le plus lieu les signalements d'Ambroisie, sont la Charente, la Dordogne, le Lot-et-Garonne, les Deux-Sèvres et la Haute-Vienne qui suit derrière. Les 4 premiers départements cités sont vraiment ceux où il y a le plus d'Ambroisie présente. Donc, c'est assez cohérent. Juste un petit point sur la quasi-absence ou l'absence de signalement en Creuse et en Corrèze. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'Ambroisie, mais tout simplement que les CPIE sur ces 2 départements-là ont leur propre base de données et donc n'utilisent pas la plateforme de signalement. Pas ou peu en tout cas. Au niveau des outils de communication, donc il faut savoir qu'il y a plusieurs outils à disposition que l'on peut emprunter pour tout type d'événement. Donc tout d'abord une exposition composée de 10 panneaux très complète sur la thématique de l'Ambroisie. Ça va de la reconnaissance aux problématiques de santé publique, aux moyens de lutte. Nous avons également un panneau unique qui reprend vraiment l'essentiel des informations. Quand on manque de place, il est assez pratique. Et ensuite, 2 outils Captain Allergo, donc là, plutôt à destination du jeune public. Donc une mallette avec des jeux de plateau, inspirés des jeux type Double, Uno, Time's Up, pour ceux qui connaissent. Et un kit Captain Allergo avec des kakémonos et des tapis et un livret de jeu. Donc un kit qui marche très bien auprès des CM1, CM2, voire 6e. Les enfants repartent très intéressés. Et donc voilà, donc vous avez sur la carte à droite la répartition des différents outils de communication que nous pouvons mettre à votre disposition. Ensuite, nous avons une mission d'assistance technique auprès de l'autorité administrative départementale. Donc ça concerne la concertation, l'élaboration d'arrêtés préfectoraux. 5 départements en Nouvelle-Aquitaine sont déjà dotés d'un arrêté. Donc ce sont ceux qui sont en rouge sur la carte, donc les Deux-Sèvres, la Charente, la Dordogne, le Lot-et-Garonne et le dernier en date, la Creuse. Un département a commencé à y réfléchir, donc il s'agit des Landes. Donc voilà, et pour les départements qui sont dotés d'un plan de lutte, nous accompagnons le comité de coordination.
Ensuite, nous avons aussi des missions de mobilisation du public professionnel. Donc, que ce soit au niveau des EPCI, des communes, aussi bien des élus et des agents, en particulier à l'échelle des CLS. C'est vraiment une porte d'entrée très importante pour nous. Mobilisation également du public agricole et sylvicole. Souvent, les réunions sont à l'initiative des organisations professionnelles agricoles. Là, la photo ici, c'était une formation organisée par une coopérative. Des mobilisations de gestionnaires d'espace, que ce soit dans le domaine du BTP, des bureaux d'études, des gestionnaires de réseaux linéaires. Mobilisation des professionnels de santé et des acteurs d'éducation à l'environnement et d'éducation à la santé, avec notamment la promotion des kits Captain Allergo et des formations à ces outils. Là, par exemple, en septembre a eu lieu une formation au sein du PNR Médoc pour l'utilisation du kit Captain Allergo. Et j'en profite pour répondre à la question de Véronique Barthélémy tout à l'heure. Un exemple donc en Haute-Vienne, vous avez la photo ici, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Donc en fait, en 2020, ont eu lieu 11 demi-journées de formation des agents de gestion des bords de route en Haute-Vienne, donc pour un total de 107 agents formés. Mais comme c'est sur l'intégralité du département, ce n'est pas représentable sur la carte par commune. C'est pour ça que ça n'apparaissait pas. Ensuite, sensibilisation des publics et communication. Donc là, que ça passe par la presse écrite, la radio ou les réseaux sociaux, on essaie de communiquer le plus possible sur cette thématique-là. Donc dans la presse écrite, nous avons eu un super article cette année dans Sud-Ouest, un article qui a été diffusé dans toute la Nouvelle-Aquitaine et qui reprend vraiment tous les enjeux liés à l'ambroisie. Ensuite, nous avons également eu la chance d'avoir une belle interview radio sur Radio Cristal, donc qui diffuse de mémoire en Dordogne, en Creuse et on va jusque dans le Lot. Ensuite, nous réalisons des vidéos et nous participons à des vidéos qui sont tournées. Donc vous avez un exemple en haut à droite avec des lycéens qui ont tourné une vidéo sur l'ambroisie et qui ont donc interviewé Gaëlle Guyot, ma collègue d'Aquitaine. Et un autre point important qui est la tenue de stand. Je vous ai mis l'exemple du Festival de Ménigoutte. Alors ça va peut-être pas parler à tout le monde. C'est un festival de cinéma animalier, donc nous en revenons tout juste, qui réunit pendant 5 jours énormément de public. Sur les jours en semaine, on est à plus de 3000 personnes par jour, et le week-end, on était à plus de 6000 personnes par jour. Et donc nous avons la chance d'avoir eu un grand stand et d'avoir pu accueillir énormément de personnes pour répondre aux questions liées à l'ambroisie. Donc, les formations et accompagnements de référents territoriaux et de personnes ressources. Alors, la différence entre les référents territoriaux et les personnes ressources est liée en fait à l'accès gestionnaire de la plateforme de signalement. Les référents territoriaux ont des codes d'accès qui leur permettent de gérer les signalements qui sont effectués sur leur territoire, ce qui n'est pas le cas des personnes ressources. Mais les deux catégories, en fait, sont formées à l'ambroisie et à sa gestion. Donc, les derniers chiffres en date nous donnent plus de 900 référents ou personnes ressources en Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà, la carte à droite représente uniquement les référents territoriaux et il m'en manque, j'ai pas les dernières données en fait de cette année. Et les photos sont prises avant Covid. C'est pour ça que nous sommes aussi nombreux en salle de réunion. Ensuite, nous effectuons des prospections spécifiques et de la surveillance. Alors, prospection spécifique, c'est par exemple en front de colonisation. Je vous ai mis un exemple en haut à droite, en forêt domaniale de la Courbre, en Charente-Maritime, où l'ambroisie est présente en fait, mais elle a un port très atypique. Le milieu est très pauvre. Donc, vous l'avez entouré en jaune. Ceci est un plan d'ambroisie, c'est le plus grand que j'ai trouvé. En moyenne, ils devaient faire 10 cm de haut. Donc on était au mois de septembre, ils étaient tous en graines. Et en fait, dans cette forêt, ça a commencé par un spot très localisé au niveau d'un dépôt de bois.
Et ensuite, les activités alors là pour le coup de chasse ont dispersé l'ambroisie. Il faut savoir que là, les chasseurs passent la herse pour voir les empreintes d'animaux. Et donc, avec la herse, on traînait l'ambroisie sur plusieurs kilomètres. Les prospections spécifiques concernent également d'autres espèces, parce que depuis tout à l'heure, je vous parle d'ambroisie, mais c'est par facilité de langage, j'aurais dû employer le nom complet ambroisie à feuilles d'armoise. Il faut savoir qu'il y a d'autres espèces d'ambroisie qui sont problématiques et qui sont classées réglementairement aussi nuisibles à la santé humaine, et c'est le cas de l'ambroisie trifide. Donc l'ambroisie trifide, c'est ce que vous pouvez voir derrière le tracteur. C'est une ambroisie qui peut faire 4 mètres de haut. C'est impressionnant. C'est très très impressionnant. Jusqu'à preuve du contraire, nous n'en avons pas encore en Nouvelle-Aquitaine, mais vraiment, il faut être très vigilant. Elle est présente en Occitanie, elle est présente dans le Gers. Ça peut très facilement franchir les frontières. Transport de terres contaminées, transport de graines, transport de semences contaminées. Voilà, ça peut aller très vite. Et donc, nous avons des points de vigilance sur certains secteurs, des contacts avec des coopératives, des négoces qui nous disent on a vu une plante bizarre à cet endroit-là, et donc du coup on va vérifier, essayer de ne pas passer à côté d'un spot d'ambroisie trifide. Et là, apparemment, sur la photo où il y a le tracteur, on est passé à côté parce que c'est monumental ce qu'il y a. Oui, mais là on est en Ariège, et en Ariège il y a beaucoup d'ambroisie trifide sur certains secteurs. Ah ouais. Donc on espère ne jamais en arriver là. Un autre point concerne l'acquisition de références techniques. Donc nous faisons partie du groupe technique ambroisie nationale, qui maintenant est élargi aux autres espèces nuisibles à la santé humaine, donc avec l'Observatoire des espèces nuisibles à la santé humaine. Il y a également une synergie d'action du réseau Fredon France, et nous bénéficions d'énormément de retours d'expérience des fredons qui sont concernés par l'ambroisie depuis plus longtemps que nous, et notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, le point de départ, on va dire, de l'ambroisie en France. Et un dernier point, c'est les visites d'essais de gestion d'ambroisie en milieu agricole. Donc tous les ans, nous participons à ces visites-là pour voir les dernières nouveautés qui peuvent se faire en milieu agricole. Et je voulais juste vous mettre un dernier exemple, donc l'accompagnement d'initiatives isolées ou d'intérêt, avec un exemple en 2020, dans un secteur qui était indemne d'ambroisie. Et donc, via le réseau que nous avons mis en place sur le territoire, nous avons été contactés par un agriculteur qui s'est retrouvé d'un seul coup avec 3 hectares d'ambroisie. Donc, vous pouvez voir sur le champ, ce qui est en vert clair, ce sont les rangs de maïs. Tout le reste, c'est de l'ambroisie. Et donc, il voulait avoir confirmation que c'était bien de l'ambroisie et savoir comment faire pour le gérer. Donc, voilà, donc on a mis en place un plan de lutte et pour l'instant, ça marche plutôt pas mal. Donc, à suivre sur les prochaines années. Et donc, nous allons terminer avec un témoignage vidéo. Alors, sur le planning, c'était marqué Jérôme Moreau, et c'est son collègue, finalement, Guillaume Queneau, qui va nous faire une petite présentation. Bonjour, je m'appelle Guillaume Queneau, je suis chargé de mission santé-sport au Pays des Ruffécois, notamment en charge de la coordination du contrat local de santé. Le territoire du Pays Ruffécois, c'est un territoire rural composé de 2 communautés de communes. Une communauté de communes au nord qui s'appelle Val-de-Charente, autour de la commune principale de Ruffec, et une deuxième communauté de communes qui s'appelle Cœur de Charente plus au sud, autour de la commune de Mansle. Un territoire de 83 communes, environ 36 000 habitants, à peu près 35 habitants au kilomètre carré. La problématique de l'ambroisie, elle est ancienne sur notre territoire, parce qu'on s'est attaché à travailler sur cette question-là dès 2011. Et puis, il y a eu un temps où un temps de pause. Et puis, moi, quand je suis arrivé sur le poste en 2017, on a relancé cette action-là par l'intermédiaire du volet santé. Alors que de prime abord, elle était plus sur le volet agricole. Pourquoi sur le volet santé? Parce qu'avec la loi de 2016, l'ambroisie à feuilles d'armoise a été inscrite dans le Code de la santé publique comme étant une plante nuisible à la santé humaine. Et donc du coup, vu l'antériorité du territoire sur ces actions-là, par l'intermédiaire de mon collègue technicien environnement qui avait
déjà travaillé sur ces questions-là. On s'est dit, on va relancer l'action. Les élus étaient en attente aussi de cette proposition-là. Et donc, on a mis en place un plan d'action en mettant autour de la table tous les partenaires, en passant de la Chambre d'agriculture, l'ARS, les différentes directions territoriales, le département, et puis avec la Fredon notamment, forcément. Et donc l'idée, c'était de voir comment on pouvait décliner un plan d'action territorial pour faire du Refécois un territoire sans ambroisie. Alors c'est un plan un peu ambitieux parce que dire qu'on va supprimer l'ambroisie, c'est un peu une utopie. Par contre, ce qu'on peut essayer de faire, c'est réduire son développement sur nos territoires, essayer de la maîtriser et essayer de protéger les secteurs où l'ambroisie n'est pas impactée, enfin, où les territoires qui ne sont pas impactés par l'ambroisie. Donc c'est pour ça qu'on a plusieurs volets sur notre plan d'action, notamment la question des référents. Donc là, c'est nous qui mettons en place les formations et c'est Aude Mathieu et sa collègue Vanny qui font les interventions, les formations pour ensuite pouvoir avoir des codes et ensuite pouvoir travailler sur les questions de la référence et de pouvoir répertorier l'ambroisie sur son territoire, savoir les endroits où il n'y en a pas, savoir les endroits où il y en a, et puis savoir quoi faire quand on a besoin d'agir et quand on repère des territoires qui soient publics ou privés pour essayer de contenir le développement de l'ambroisie. Ensuite, on a travaillé auprès des enfants avec une mallette qui s'appelle Captain Allergo, qui est un dispositif pédagogique très intéressant puisqu'elle permet d'avoir une première approche d'une façon ludique de la plante ambroisie. On a mené 2 types d'actions avec les écoles. On a eu une dizaine d'écoles qui ont participé, avec d'abord un volet théorique utilisant la mallette Captain Ergo et un deuxième temps où on allait sur un terrain de la commune qui était infesté d'ambroisie. Donc du coup, on essayait d'expliquer comment on travaillait sur le traitement de la plante avec l'agriculteur quand c'était un agriculteur, mais aussi avec l'élu quand il y avait un élu qui était disponible. Et aussi l'idée, c'était de pouvoir montrer aux enfants l'intérêt de la biodiversité qui était mise à mal avec le développement de l'ambroisie. Et ce plan d'action a cette focale forte sur les enfants, sur la référence. L'objectif, c'est qu'il y ait 100% des 83 communes qui aient un référent et d'autres éléments autour de la communication du grand public, autour des professionnels de santé. Ah, c'est bloqué. Pour moi seul ou pour tout le monde, la vidéo? Tout le monde, bloqué pour moi aussi. C'est bloqué aussi, oui. C'est bloqué pour tout le monde. D'avoir accès à la fibre. Il s'est avéré que les terres qui recouvraient les câbles de la fibre ont été infestées d'ambroisie. Et donc, du coup, sur une longueur de 5 km, on a eu cette problématique-là. Donc, l'élu a fait appel à mon collègue Jérôme Moreau sur l'environnement qui a fait appel à la Fredon. Et donc, on a aussi interpellé derrière la collectivité pour voir comment on pouvait travailler tous ensemble là-dessus. Et ça a amené à la mise en place d'un cahier des charges spécifique au niveau du département, au niveau du traitement des routes, pour que le département, lorsqu'il met en place ce type de travail, il puisse avoir une vérification plus particulière sur la question de l'ambroisie. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Guillaume Queneau, je suis chargé de mission. Eh bien, écoutez, au revoir en effet, et merci à vous, Monsieur Queneau. Vous souhaitez rajouter quelque chose avant que l'on vous pose toutes les questions, parce qu'il y a pas mal de questions qui vous sont posées, Aude Mathieu. Est-ce que vous souhaitez donner... Non, c'est bon? Un mot de clôture? On va passer directement aux questions. Alors, nous passons aux questions. Possible avec vous, Sabrina? Oui, bien sûr. Donc, plusieurs questions, effectivement. Donc, on nous signale déjà une réaction du CPIE de Corrèze, donc M. Chabrol, qui nous signale que l'ambroisie trifide est signalée en Gironde, dans l'Observatoire de la biodiversité. Oui, c'est une station qui a été gérée, effectivement. Elle n'est pas présente actuellement. Donc, vous voulez dire qu'il y avait en effet de l'ambroisie, vous avez géré la problématique et il n'y en a plus, c'est ça? C'est ça. D'accord. Bon, c'était pas moi, c'était mes collègues, mais oui.
Bon, bah, c'est rassurant en effet. Et donc ensuite, on a une question sur est-ce qu'il y a une application pour photographier cette plante et vérifier qu'il s'agit bien de l'ambroisie? Alors on nous explique qu'il y a une application PlanteNet qui existe, mais qui présente des limites. Alors peut-être pouvez-vous nous les préciser? Alors en fait, oui, PlanteNet est une application généraliste qui n'est pas dédiée à l'ambroisie, qui permet l'identification de n'importe quelle plante, mais qui présente les résultats avec un pourcentage de réussite, on va dire, ce qui est le plus rapprochant de la photo qui est prise. Par contre, dans tous les cas, il est toujours possible de faire un signalement d'ambroisie via l'application signalement ambroisie, puisque l'application demande une photo. Et on préférera toujours un signalement erroné plutôt que quelqu'un qui n'ose pas signaler de l'ambroisie de peur de s'être trompé. Et à qui on signale d'ailleurs? Donc c'est à vous, mais encore faut-il vous connaître, même si je sais que maintenant Fredon, c'est voilà, comme Coca-Cola, mais… La plateforme, ce n'est pas nous qui la gérons. Nous gérons derrière les signalements, mais c'est Atlas Santé en fait qui gère la plateforme. Je vais essayer de ne pas dire de bêtises sur qui gère quoi. Mais en fait, cette plateforme de signalement est nationale. Et donc, elle existe à la fois sur Internet et en application mobile. On la trouve en tapant tout simplement signalement ambroisie. Les liens ont été mis dans le chat pour ceux qui le souhaitent. Mais voilà, on n'a pas besoin de connaître Fredon pour signaler de l'ambroisie. Très bien, très bien. Vous avez une autre question, non? Écoutez, non, je n'ai pas identifié d'autres questions dans le chat. Il est question. À un moment, j'ai vu passer quelque chose sur la berce du Caucase. C'est quoi ça? Oui. La berce du Caucase, c'est une plante dont la sève est photosensibilisante qui provoque de graves brûlures et qui peut être vraiment très dangereuse en fait pour les personnes qui coupent de manière volontaire ou accidentelle cette plante-là. Mais alors pareil, on fait comment pour la reconnaître? C'est une géante, elle fait 3-4 mètres de haut, une énorme ombelle blanche et des feuilles qui peuvent faire 2 mètres de long. Ah oui, et donc, parce qu'apparemment, là, je lis que nous travaillons, alors j'ai perdu, nous travaillons sur le sujet avec le concours de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Oui. Donc c'est une nouvelle mission confiée par l'ARS. Cécile, peut-être que vous voulez en parler? Oui, enfin peu importe, mais effectivement, de la même façon, voilà, il y a un objectif de mieux connaître en fait la présence de la plante sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine et mieux informer, sensibiliser et prévenir les risques liés à la berce du Caucase. Donc on est en train de construire ça avec la Fredon, on va dire un petit peu à l'image de ce qu'on fait déjà depuis pas mal d'années sur l'ambroisie. Très bien. Moi, je vous pose la question parce que vous disiez, Aude Mathieu, qu'avec les agriculteurs, voilà, vous travaillez en partenariat. Comment réagissent-ils? Parce que finalement, on leur demande du travail supplémentaire aux agriculteurs. Comment ça se passe lorsqu'ils détectent de l'ambroisie dans leur champ, sur leur périmètre? Et on connaît les difficultés que les agriculteurs ont aussi, parfois avoir des revenus et autres. Je ne sais pas, est-ce qu'ils sont rémunérés? Est-ce que ça se passe comment? Comment travaillez-vous avec eux? Non, ils ne sont absolument pas dédommagés. Dans tous les cas, c'est eux qui sont perdants s'ils ne font rien. Parce que plus on va laisser la plante s'installer, plus il y aura de perte de rendement et plus ils auront de travail à faire les autres années. Alors que si on prend le problème dès la première année, on mène une lutte intensive pendant 3, 4, 5 ans. Déjà, je ne vais pas dire qu'on en est sorti, mais on limite très très fortement les dégâts. Par contre, si on refuse de s'en occuper au début, parce que ça va, il n'y en a pas beaucoup, je verrai ça les années suivantes. Comme je le disais au début, un pied d'ambroisie fait en moyenne 3000 graines. Donc si on en laisse une dizaine au bord d'un champ, je vous laisse faire le calcul sur l'envahissement que ce sera les années prochaines. Je reprends les propos de Guillaume Queneau dans la vidéo. Il disait que de toute façon, c'est une utopie d'envisager de vivre sans ambroisie. Il faut vivre avec. Moi, j'ai le sentiment qu'il faut vivre avec les pollens, il faut vivre avec le Covid, il faut vivre avec l'ambroisie. Finalement, bon, c'est peut-être pas plus mal, mais c'est à nous à nous adapter à la nature. Bon, je nuancerai juste un petit peu. Oui, je vais nuancer un petit peu que c'est une utopie
sur son territoire, parce qu'ils sont un territoire concerné depuis de très nombreuses années. Donc on a des stocks de graines très importants dans les sols. Par contre, on a énormément de secteurs en front de colonisation, où l'ambroisie arrive juste et où là, on peut l'éradiquer. On a des communes qui s'en sont sorties, qui ont eu l'ambroisie pendant 1 an, 2 ans, et qui ont mis des actions en place, et depuis, sont à peu près tranquilles. Et oui, il y a aussi, on me signale le moustique tigre, oui, enfin, il y a toutes ces choses avec lesquelles il nous faut vivre. Et on en parlera d'ailleurs demain du moustique tigre dans la session du mercredi 17 novembre. Bien, est-ce qu'il y a éventuellement d'autres réactions aux questions? Je vois Madame Bélanger, vous êtes à l'écran, ce qui est un plaisir. Souhaitez-vous rajouter quelque chose ou avant que nous arrivions à la conclusion avec Cécile Billot, ou si toutefois il y a d'autres questions? Allez-y, les uns les autres. Non, Madame Bélanger, rien à rajouter? On ne vous entend pas, on ne vous entend pas. Je n'ai rien de particulier à ajouter. Je voulais juste vous remercier pour l'initiative prise là de faire ces webinaires sur la santé environnement en Nouvelle-Aquitaine. Je trouve ça très intéressant. Eh bien, parfait. Merci pour ce témoignage. Une dernière question, je vous la lis, Sabine, parce que bon, elle est toute seule. Quel suivi pour les autres alors végétales, telles que le raisin d'Amérique? Quelles données épidémiologiques? A-t-on une réaction sur cela? Non, non. Données épidémiologiques, non. Mais ça vous parle, le raisin d'Amérique? Ça vous parle? Oui. Quand nous faisons des formations plus globales sur les espèces exotiques envahissantes auprès de professionnels, c'est une des espèces qui est abordée. D'accord, ok. Espèces exotiques envahissantes. Non, mais c'est moi, excusez-moi, je n'ai pas forcément la culture de ces plantes envahissantes. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup. Je me tourne du côté de Cécile Billot pour l'ARS. C'est vrai qu'on n'a pas parlé financement pour toutes ces initiatives qui sont mises en place. J'imagine que l'ARS en finance. Bon, on en reparlera aussi tout au long de ces sessions, mais c'est vrai que les financements sont importants pour permettre à toutes ces initiatives de poursuivre leurs travaux. Oui, alors j'avais donné juste le chiffre global en introduction, c'est quand même effectivement sur l'ensemble de ces actions. Et pour l'ARS, 480 000 euros voilà, qui ont permis d'accompagner en fait tous ces projets, toutes ces actions depuis le démarrage du PRSE. Donc voilà, ce sont des sommes conséquentes, mais voilà, qui permettent justement vraiment d'obtenir toute la dynamique voilà, qui est en place dans les territoires, et on a vraiment vu toute la richesse et puis la diversité, la complémentarité en fait des actions qui sont conduites par les uns et les autres dans pour prévenir justement là, les risques liés au pollen, et également les initiatives d'un certain nombre d'acteurs, de collectivités. Voilà, j'espère que chacun aura trouvé en fait vraiment l'intérêt et réponse aux questions qui ont été posées. Moi, j'ai noté en particulier en fait de mon côté là, voilà, toutes ces informations très utiles pour se tenir informé en fait sur les pollens au travers des informations, des newsletters là qui sont diffusées en fait toutes les semaines par Atmo, par le RNSA, par les pollinariums sentinelles de France. Les bons gestes aussi à adopter, notamment quand on est évidemment allergique, pour voilà, se prémunir des effets sur la santé, ou du moins voilà, essayer d'atténuer évidemment ces effets. L'importance aussi voilà, dans l'information là, de toucher, de trouver un relais par les professionnels de santé au niveau local. Qui peuvent effectivement bien apporter aussi ces conseils. La prise en charge médicale peut vraiment être nécessaire dans certaines situations. Donc voilà, on invite vraiment à consulter aussi son professionnel de santé, c'est-à-dire son médecin ou dans un second temps peut-être allergologue, hein, mais quand on est concerné. Et puis pour les collectivités, voilà, il y a eu pas mal d'échanges, je trouve, d'informations utiles sur comment planter sans allergènes, sans plante allergique là sur sa commune, la possibilité d'inclure ces préconisations aussi dans des documents de planification d'urbanisme, hein, vraiment au niveau local, avec les PLUI.
Les CLS ont beaucoup été évoqués. Je reprécise que ce sont les contrats locaux de santé, qui sont des contrats qui sont signés entre les collectivités, qui sont à l'initiative d'ailleurs des collectivités et avec l'ARS, sur justement voilà, des enjeux de santé. Donc on peut tout à fait cibler dans le cadre des CLF, là c'est plus un message aux collectivités, mais des objectifs de prévention, voire de lutte, de création de polynarium, etc. dans ces CLS. Voilà, et puis c'est vrai qu'on a pu voilà, en particulier bien comprendre les enjeux autour de l'ambroisie, qui, voilà, comme vous le disiez, certes fait peur, mais voilà, il y a des moyens d'agir, en tous les cas au niveau local, et l'Afredon, CPIE et d'autres acteurs sont voilà, présents pour accompagner des initiatives vraiment autour de l'ambroisie. Vous avez bien noté le site signalement ambroisie, effectivement. Voilà, donc je renouvelle surtout là, les remerciements auprès de l'ensemble des intervenants qui voilà, ont pu témoigner soit de ce qu'ils faisaient ou du moins de ce qu'ils ont mis en place au niveau local. Ça peut donner des idées, c'est un petit peu l'intérêt de ce webinaire, se renseigner et puis avoir des idées pour agir. En tous les cas, la dynamique, elle se poursuivra, elle va se poursuivre dans les années qui viennent, et notamment le plan national santé-environnement, on va dire 4, alors qu'il s'appelle le plan Un environnement, une santé, cible bien, et c'est dans l'action 11, voilà, un volet pour, et je cite, mieux prévenir, surveiller et gérer les impacts en santé humaine causés par les espèces exotiques envahissantes ou proliférantes, ambroisie, chenilles processionnaires, etc. Donc voilà, la dynamique autour des pollens et de l'ambroisie reste bien une priorité, en tous les cas à l'ARS et avec l'ensemble des acteurs. Donc voilà, que cette dynamique et que les informations en tous les cas qui auront été partagées aujourd'hui puissent participer de ça aussi pour demain. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous, Cécile Billot. Merci à vous tous aussi pour les intervenants d'avoir été présents aujourd'hui. Pour tous nos auditeurs, on vous donne rendez-vous demain pour ceux qui le souhaitent. Même heure, même adresse, même lien pour vous connecter. Et demain, mercredi 17 novembre, il n'y a pas école. Et bien justement, nous parlerons de l'acquisition des bons gestes dès l'école élémentaire. Ça sera l'occasion justement de parler de tout ce qui est fait en direction des jeunes, des enfants, des scolaires, qui sont bien sûr à la fois pour eux possibilité de transmettre aux adultes, et puis surtout ce seront les adultes de demain. Donc on va compter un peu sur eux pour nous aider aussi à combattre toute cette notion de santé et environnement dans le cadre donc de ce PRSE. Merci beaucoup, on vous donne rendez-vous demain. Bonne journée, il est 15h d'ailleurs. À bientôt, à demain. Au revoir. Merci Madame Bise, au revoir.